Bonjour, nous sommes le 5 septembre, il est 16h30. Nous sommes en route pour la petite promenade avec Goliath. J'avais encore Oxo dans son panier il y a un quart d'heure et puis il vient de disparaître. Alors, est-ce qu'il va nous rejoindre? Je ne sais pas. Il n'est pas dans le coin. Mais bon, il pourrait apparaître, hein? C'est pas impossible. Oxo! Enfin écoutez, de toute façon, il faut dire, Goliath, viens. Viens par là, viens. Viens. Non, viens par là, viens. Il pourrait apparaître, mais bon, c'est pas certain. Et de toute façon, Goliath est un peu fatigué. Nous avons un peu exagéré hier. Sorti dans les bois de 4 heures. Terrain super accidenté. Des pentes de folie. Des ronces, des barrières végétales infranchissables, des épicéas au sol, des escalades de fous. 4 heures dans le bois, 58 espèces de champignons. Tiens, j'ai oublié de vous montrer les paniers. Bon, moi j'ai fait ça à jeun au bout du compte, ayant mangé seulement après cette sortie. J'étais sur un jeûne de 22 heures, énergie colossale. Jamais senti aussi en forme depuis longtemps, depuis avant la pandémie, je dois vous dire. Et donc, très très positif sur le plan de nos échanges. Jeûne intermittent versus chrononutrition. Écoutez, moi j'ai fait mon choix, chacun fait son choix. Je vous ai donné mes arguments dans les opus précédents. J'ai expliquer quand même en détail toute l'importance de la glycation et donc les risques de snacks sucrés pour la maîtrise de la glycation, qui est un facteur majeur de dégénérescence neuronale et de vieillissement et finalement un promoteur de maladies chroniques et dégénératives. Donc pour moi c'est un flag rouge que de proposer des snacks sucrés. Par ailleurs, il est un fait que je trouve que cette mauvaise habitude de snacks sucrés bloque toute tentative d'évoluer vers... Où est-ce qu'il est passé, Goliath? Goliath, allez, viens un peu. Vous voyez qu'il n'est pas très très dynamique aujourd'hui. Bon, mais c'est pas grave, ça c'est logique. Après l'exagération de hier. Et donc, les tentatives d'instaurer un jeûne intermittent en retardant, par exemple, le petit déjeuner, en faisant un brunch, d'une manière progressive. Vous connaissez mon conseil à ce niveau-là. Qui d'ailleurs peut très bien être remplacé par un dernier repas, un dîner ou un souper, je ne sais pas comment vous appelez ça, plus hâtif. Ça revient exactement au même. Il a mal à tous les muscles depuis hier, on a fait des trucs. Et donc, tout ça revient au même. Le but est évidemment de raccourcir la fenêtre pendant laquelle vous mangez. Idéalement, aller des 12 heures classiques vers 13h, 14h, 15h, puis 16h, ce qui implique 8 heures de fenêtre alimentaire et jeûner pendant le reste. Donc c'est le fameux 8-16, mais n'oubliez pas que en fait c'est du 12-12 parce que aux 8 heures d'alimentation, il faut ajouter 4 heures de digestion. Et donc en fait quand vous travaillez comme ça, vous avez 12 heures où le système digestif digère et 12 heures où le système digestif peut se régénérer grâce au complexe moteur migrant. Donc pour moi le jeûne intermittent est un atout fondamental dans la santé intestinale. Je me passe gaiement de toutes sortes de considérations qu'on me balance tout le temps sur les réseaux sociaux du style ah oui c'est pour maigrir ou c'est pour diminuer le nombre de calories, etc. Que nenni.
que nenni. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé du système digestif. Il y a 20 ans que je suis sur le sujet et je ne compte pas en sortir. Et pour ça, je vous dis, je vous répète, que le jeûne intermittent est une arme extrêmement efficace. Et d'ailleurs, ça s'est imposé à moi quand j'ai des patients qui ont commencé à instaurer de leur propre gré un jeûne intermittent et que finalement, leur système digestif s'est amélioré, alors que mes soins attentifs pendant... Goliath, non, on descend. Et voilà, mon petit pari est réussi. Voici Monsieur Oxo. Bonjour Monsieur Oxo. Ouh, il nous attendait, il savait bien qu'on se préparait. Et donc, il a coupé au court, il est allé directement nous attendre à son endroit favori. Eh oui, voilà, c'est ça qui se passe quand on a un chat-chien. Voilà. Vous voyez, hein, pas d'improvisation. Enfin, non, c'est l'inverse. Improvisation totale. Et bien, malgré tout, j'ai ma petite sortie avec mes 2 quadrupèdes favoris. Bon, Goliath, est-ce qu'on avance? Donc, voilà, le jeûne intermittent, on n'y revient plus. Ça me paraît faire part des fondamentaux, mais rien brusquer, pas à pas. Tous les gens qui sautent de 12-12 à 16-8 du jour au lendemain risquent des effets secondaires, ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait une transition progressive. On peut très bien ajouter 1 heure de jeûne par mois et donc mettre plusieurs mois, 4 mois, 6 mois, 1 an si vous voulez. Il n'y a pas le feu, hein. Il faut aller dans la bonne direction. Je n'ai pas dit qu'il fallait y être du jour au lendemain. Ça, c'est quand même un peu absurde. Je n'ai jamais demandé ça et les gens me disent « Ah oui, mais j'ai eu des maux de tête. » Ben, oui, forcément. En plus, forcément, quand vous restez subitement beaucoup plus d'heures à jeûner, eh bien, les maux de tête peuvent correspondre à l'élimination de toxines qui sont libérées par les adipocytes qui fondent, hein, qui relâchent leur contenu. Les graisses d'une part qui servent de carburant, mais aussi les toxines. Et ces toxines sont des causes connues de maux de tête. Donc tout ça sera évité en faisant des choses plus progressives. Bon, alors, ces différentes vidéos qui ont fait l'apologie d'une stabilisation de la glycémie, c'est bien Goliath, une stabilisation de la glycémie et de la suppression, de l'éradication des snacks sucrés, quelle que soit l'heure d'ailleurs à laquelle ils sont consommés. J'ai eu un peu peur parce que cette chrononutrition a eu un succès considérable. Tout le monde a l'air de trouver que c'est le Graal, que ça a été démontré, que on a toujours dit ça. Hein, bon, je ne vais pas revenir sur ces paroles complètement ridicules. On a toujours dit ça. Et donc, bon, je m'attendais à un retour de bâton, hein, à une volée de bois vert, comme on dit, mais bon, finalement, pas si grave que ça. Bon, il y a eu quelques agressions, hein, quelques attaques, quelques remises en doute, quelques adorateurs des fameuses explications physiologiques du docteur Delabosse, qui, je vous rappelle, ne reçoivent absolument aucune validation scientifique nulle part, ni sur PubMed, ni nulle part. Ah, ben voilà Oxo. Et donc, tout ça, finalement, c'est mieux passé que prévu. Et je vous propose aujourd'hui une toute dernière capsule, promis juré. Après, on repassera peut-être à la saga thyroïdienne, sauf si, bon, je sais pas, un sujet urgent s'interpose, mais j'ai en réserve une belle capsule sur la saga thyroïdienne, enfin qui n'est pas tournée, mais qui est dans ma tête. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même finir cet enchaînement HB1C et chrononutrition bidon
avec quand même un couplet sur le cortisol qui est un glucostéroïde. J'ai déjà abordé ça dans d'autres capsules, mais je trouve qu'il faut y revenir parce que c'est finalement ça qui lie le tout. Okay, et donc ce sera mon point final, mon point d'orgue, j'espère, faire une belle démonstration avec le temps qui me reste aujourd'hui, et après cette petite introduction, qui est en fait un résumé aussi de tout ce qu'on a dit. Et cette importance du cortisol, qui est un synonyme d'hydrocortisone, hein, donc le cortisol est ce qu'on teste dans les prises de sang, à jeun ou dans les urines de 24 heures, ça peut se faire aussi. Mais le cortisol est également utilisé comme traitement. Pas par moi je ne prescris pas ce machin-là. Hein, c'est une hormone qui demande évidemment une prescription médicale. Je ne la prescris pas, sauf pour aider les gens à se sevrer. C'est une addiction, selon mon point de vue. Et donc, je suis contre les prescriptions d'hydrocortisone. Moi, je travaille avec son lointain précurseur, qui est la prégnénolone. Et pour ce faire, évidemment, je dose la prégnénolone, ce que d'aucuns ne font pas. Beaucoup négligent le dosage de la prégnénolone. Je ne comprends pas ça. Ils dosent la DHEA, qui dérive de la prégnénolone. Ils dosent la testostérone, qui dérive de la DHEA. Donc, on dose tout le reste, on ne dose pas la molécule initiale. En parenthèse, la prégnénolone vient du cholestérol, et c'est pour ça que je suis aussi tout à fait contre les taux de cholestérol trop bas. Moi, je trouve qu'un cholestérol à 140, c'est un peu ennuyeux. Et donc, je trouve que c'est mieux d'être vers 160, 155, tout ça est bien. Alors bon, je ne parle pas ici de... voilà, les roulés-boulés, youpi, ouh là là, roulés-boulés, 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 un petit patou, voilà. Eh oui. On a eu droit à notre petite séance de roulé-boulé. Mais je n'en attendais pas moins de Monoxo. Et donc, cette prégnénolone va venir du cholestérol. Oui, je disais, le cholestérol, bon, quand il y a des traitements agressifs à base de statine, qui ont parfois de bonnes indications, souvent de mauvaises, mais parfois de bonnes. Bon là, vous savez, c'est des traitements médicamenteux, etc. C'est du domaine des cardiologues, je ne m'immisce pas là-dedans. Mais pour un individu non traité, je trouve que le cholestérol doit quand même être au-dessus de 150, 155, parce que sinon, évidemment, à quoi ça rime s'il n'y a pas de cholestérol? Est-ce qu'on va prescrire de la prégnénolone, ce qui a quand même un coût certain, alors qu'en réalité, il n'y a pas le cholestérol dans l'alimentation, hein? Et donc, dans ces cas-là, on peut recommander une alimentation plus riche en cholestérol pour remonter les taux sanguins, ce qui fera du bien à la prégnénolone et ce qui, in fine, fera du bien au cortisol. Je vous ai déjà bien des fois rabâché les liens entre la prégnénolone et toutes les hormones stéroïdes qui en dérivent. Enfin, il y a une pro-hormone qui est la DHEA, mais il y a toutes les hormones. Il y a l'hydrocortisone ou cortisol dont on est en train de parler. Il y a aussi la progestérone qui est un dérivé direct, et le stradiol, et puis la testostérone qui est aussi un dérivé plus lointain en passant par la DHEA dans les chaînes métaboliques. Bon, tout ça a été dit, je n'y reviens pas. Aujourd'hui, je me focalise sur la voie biochimique prégnénolone vers cortisol. Il y a plusieurs étapes enzymatiques dans cette voie. Et donc, c'est fondamental parce que quand on est très stressé, on consomme beaucoup de cortisol et les Américains appellent ça un vol de la prégnénolone stealing par le stress qui implique une forte consommation de cortisol. Maintenant, il y a autre chose que le stress qui provoque une forte consommation de cortisol. Eh oui, il y a autre chose. Il y a l'utilisation de cortisol en tant que glucocorticoïde. Le cortisol n'est pas seulement une hormone de stress, c'est un glucocorticoïde. Le cortisol est consommé lourdement, largement, intensément pour stabiliser la glycémie quand elle est déstabilisée. Encore une conséquence catastrophique d'une glycation excessive
et d'une hémoglobine glycosylée, j'ai eu droit à un petit bisou de Goliath, une hémoglobine glycosylée trop élevée. Donc très important, doser l'hémoglobine glycosylée, parce que si elle est trop haute, vous avez un processus de fluctuation de la glycémie qui est en train de vous bouffer votre cortisol. C'est un stress en soi qui n'a rien à voir avec le stress émotionnel, c'est un stress métabolique, c'est un stress lié aux erreurs alimentaires, c'est un stress lié aux snacks sucrés, au fameux goûter, chocolat, fruits, pommes, toute la folie furieuse de ces heures. Et ça vous bouffe vos surrénales. Ça vous épuise vos surrénales parce que le cortisol est relargué pour normaliser la glycémie. Alors, ce qui est tout à fait fascinant, je l'ai déjà dit, mais c'est important, et apparemment, il n'y a personne qui a l'air de connaître ça ou de capter ça parmi les professionnels de la santé. Enfin, je dis personne, bon, bien entendu, c'est une exagération. Il y a une majorité qui ne pense pas à ça, on va dire. Le cortisol est utilisé aussi bien pour diminuer une glycémie trop haute que pour rehausser une glycémie trop basse. Donc il est utilisé dans les deux cas de figure. Ce qui veut dire que quand vous avez des oscillations excessives, des oscillations excessives de la... une galopade dans les bois là. Une fluctuation excessive de la glycémie, eh bien le cortisol paye la note des deux côtés, quand c'est trop haut puis quand c'est trop bas. Je vous rappelle, j'ai aussi dit ça 1000 fois, que quand la glycémie monte en flèche, le pancréas sécrète de l'insuline qui fait s'écrouler la glycémie. Et cette action est épaulée par l'action du cortisol. Mais quand la glycémie est écroulée, ce n'est plus l'insuline du pancréas qui agit, c'est le cortisol qui doit remonter la glycémie pour la normaliser. Le corps n'aime pas ni un excès ni l'autre. La glycémie doit être stabilisée. C'est ce que je me tue à vous dire. Et donc, je me tue à vous répéter que les snacks sucrés font tout l'inverse de ce que la physiologie humaine veut. Alors, bon, moi aussi, c'est des explications physiologiques. Alors, vous ne me croyez pas? Eh bien, allez doser les HbA1c, allez doser la prégnénolone chez ces adeptes de la chrononutrition et qui pensent bien faire. Certains s'en sortent très bien, je ne lis pas, chacun est différent, mais certains parmi eux, qui croient bien faire, en réalité, ont un problème d'instabilité glycémique. Et leur HbA1c sera plus haute que ce qu'il faudrait. Je vous renvoie aux capsules qui décrivent les normes à respecter. Et d'autre part, on va peut-être se rendre compte, chez une fraction de ces patients-là, qu'il y a une insuffisance surrénalienne, peu ou prou, avec un manque de 17-hydroxystéroïdinaires qui sont les métabolites urinaires du cortisol, 17-OH ou 17-hydroxystéroïdes, je vous en ai déjà parlé souvent, et évidemment aussi un manque du précurseur incontournable qui est la prégnénolone. Faut-il encore doser la prégnénolone? Parce que, bon, ça n'a pas l'air d'être quelque chose facile à doser, ça, pour un grand nombre de médecins fonctionnels. Donc voilà, vous voyez que tout s'enchaîne. Et alors, bien entendu, alors ça, évidemment, c'est ce que moi j'appelle la preuve par l'absurde. Quand on a créé une fluctuation excessive de la glycémie avec une surconsommation de cortisol et donc de son précurseur, la prégnénolone, on a du mal à moduler, à stabiliser sa glycémie, on a du mal à la remonter, on est sujet aux hypoglycémies. Alors les hypoglycémies, tout le monde se dit, c'est une affaire d'alimentation. Oui, in fine, oui, mais c'est aussi une affaire surrénalienne. Quand vous avez des surrénales à plat, vous n'êtes plus capable de gérer les hypoglycémies. Beaucoup d'hypoglycémies n'ont rien à voir avec l'alimentation. Elles sont des manifestations cliniques, symptomatiques d'une faiblesse
surrénalienne. Alors on m'attaque chaque fois que j'utilise le mot faiblesse surrénalienne. Ben écoutez, si vous voulez que je vous dise une insuffisance surrénalienne légère, eh bien nous dirons une insuffisance surrénalienne légère. Bon, voilà, ça fait plus médical. C'est bien d'apparaître médical. Vous voyez, moi quand j'utilise des mots du vocabulaire courant, je me fais attaquer. Bon, mais alors il vous faut quoi? Il vous faut un jargon scientifique, des mots alambiqués que la plupart d'entre vous ne vont pas comprendre. Non, moi, ça, c'est pas ma façon de communiquer. Moi, je parle comme tout le monde, j'essaye de me faire comprendre. J'énonce ici des principes simples, logiques, que je pense indiscutables, mais qui seront évidemment discutés, mais c'est ça aussi l'intérêt, hein. Il y a des échanges, et ces échanges peuvent être fructueux pour tout le monde, et pour moi y compris. Bon, n'empêche, je vous fais quand même remarquer que cette série de vidéos sur ces thèmes ont quand même débouché sur des témoignages, y compris des témoignages de médecins, qui peuvent être des témoignages personnels ou vis-à-vis relatifs à leurs patients, qui sont d'excellents témoignages. C'est pour ça que je ne vous parle plus de mes témoignages, parce que vous allez simplement voir mon profil Facebook et les commentaires YouTube, et vous allez voir de magnifiques témoignages en faveur de la guerre que j'ai décidé de mener à l'absurdité des snacks sucrés de 16 heures. Pomme ou pas, hein, parce que alors on me dit « Ah oui, mais alors à 16 heures, hein, bon, ben moi je prends du chocolat et des oléagineux. » Ben, les oléagineux, très bien, mais le chocolat, désolé, pic de sucre, pic d'insuline, consommation de cortisol, affaiblissement surrénalien, déstabilisation de la glycémie, glycation excessive, vieillissement cérébral prématuré, vous en voulez encore plus? Reculez-moi ce chocolat comme dessert du repas du soir. Est-ce que c'est un problème insurmontable? Mais c'est bien le chocolat. Ah, nous avons de nouveau un roulé-boulé que nous ne pouvons évidemment... une escapade dans le bois. Donc voilà, le chocolat, c'est un dessert excellent, aliment santé, antioxydant, chocolat noir, hein, de qualité, antioxydant, antidépresseur, magnésium, la totale. Mais pourquoi en faire un goûter? Faites-en un dessert, n'en faites jamais un snack, okay? Et quelle que soit la quantité. Bon, donc voilà, ça se termine tout doucement, mais je voudrais quand même boucler la boucle, parce que quand vous avez une glycémie instable, que vous avez fatigué vos glandes surrénales et que vous avez donc des difficultés pour corriger des glycémies qui commencent à chuter, et que vous vous êtes rendu dépendant du glucose pour fonctionner, et notamment pour faire fonctionner votre cerveau, tout ça à cause de ces erreurs qui partent effectivement de pics de sucre et de snacks détestables, eh bien, tenez-vous bien, le matin, quand vous vous levez, votre glycémie va commencer à présenter ce défaut, cette tendance à la fluctuation excessive. Et donc, si vous ne mangez pas rapidement, vous êtes flagada, vous êtes raplapla. Voilà, deux termes médicaux qui vont plaire aux acharnés du jargon médical. Donc vous êtes hors jeu le matin, et donc incapable de faire du jeûne intermittent. Alors on décrit ça comme étant un manque de neurotransmetteurs. Bah écoutez, moi, j'ai une glycémie stabilisée, j'ai une hémoglobine de 5,2, une hémoglobine A1C de 5,2%, pas trop mal pour mes quasi 65 ans, testé il y a 8 jours. Donc, je n'ai pas ce problème. Et hier, j'ai fait cette sortie mémorable. Avec 22 heures de jeûne, je n'ai pas eu des effondrements de neurotransmetteurs. Je n'étais pas en manque de sérotonine, je n'étais pas dépressif, je n'étais pas fatigué. Voilà. Ces gens ne sont pas capables d'instaurer un jeûne
intermittents au lever parce qu'ils sont dépendants de leur glucose. Il leur faut leur glucose pour survivre. Et alors ça, c'est une preuve que c'est nécessaire. Mais non, c'est pas nécessaire, c'est une preuve qu'ils ont pris de très mauvaises habitudes. Et tout mon but est de corriger cette ce mythe indécent où finalement on encourage les gens à présenter une glycémie fluctuante. Donc, voilà. Alors, bon, vous savez que j'ai des collègues qui sont partisans d'à peu près tout l'inverse de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je respecte... Bon, Oxo a disparu dans le bois. Nous allons poursuivre avec Goliath. Et Oxo réapparaîtra, Dieu sait quand, dans la soirée. Et bon, ben, je respecte ses collègues parce qu'il y a des gens très compétents et chacun a sa façon de travailler, et ses succès, ses échecs, et j'ai les miens. Bon, ok. Et alors, bon, comme il y a vraiment une grosse divergence de vues sur tous ces thèmes-là, j'ai proposé au docteur Stéphane Résimon, qui est adepte du repas protéiné et gras pour commencer la journée, et jusque-là, je le suis 100%. Mais pour lui, ce repas doit avoir lieu à 7 heures. Donc, ce que je vais évidemment lui demander, parce que tenez-vous bien, on a prévu de faire une vidéo ensemble, probablement par Zoom ou quelque chose d'équivalent. C'est même fixé au 21 septembre à 20 heures. Donc, voilà, tout est balisé. Ce sera peu de temps après le moment où je mettrai cette capsule en ligne, et on va faire une bonne discussion. Je suis certain qu'il va venir avec des arguments de poids. J'aurai les miens, que je viens en gros de vous résumer dans cette capsule. Et je ne vais pas dire qu'on verra qui a raison, mais on soumettra ça, hein, j'espère, avec son accord, bien entendu, sur ma chaîne YouTube, et on aura des réactions, et je pense que c'est une bonne façon de procéder. Ça me fait plaisir qu'il ait accepté. C'est moi qui ai proposé cet entretien. Je pense qu'il est nécessaire pour clarifier les choses. Il est possible que je fasse du chemin dans son sens. J'espère qu'éventuellement il fera de même. Nous verrons. Moi, je vous répète encore une fois, je suis partisan d'un premier repas gras et protéiné, protéiné et gras, comme il le recommande, 100%, 1000%. Mais c'est cet horaire-là. J'ai des problèmes avec ces horaires, moi. C'est cette chronobiologie, on va dire. On ne va pas venir avec les gros mots. Moi, ça m'insupporte. Vous l'aurez compris, parce que tout le monde me dit aussi que j'en fais une obsession. Eh bien, écoutez, je n'en fais plus une obsession. Nous aurons ce débat scientifique ouvert. On ne va pas se traiter de nom d'oiseau. On se connaît depuis des décennies, donc ça va être bien. Et on verra ce que ça donne. Et moi, je vais tourner la page et je vais passer à un autre sujet. Voilà, ben écoutez, le temps est écoulé. Je termine ici sur le petit Goliath qui fait son petit périple calme le lendemain de la veille. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.